Eh bien, il y a une trentaine d'années, à l'occasion d'une fête de la transhumance aux vignes sur le mont Lozère, et alors que je dégustais le traditionnel aligot côte d'agneau grillé en compagnie du journaliste et romancier cévenol Jean-Pierre Chabrol, une touriste est arrivée avec un de ses livres pour lui demander des dédicaces, en lui disant: Je découvre votre région, c'est magnifique, les paysages à couper le souffle, et actuellement les montagnes entièrement jaunes avec des genêts en fleurs, c'est un émerveillement. Alors, de se voir rocailleuse avec une pointe d'accent du midi, Jean-Pierre Chabrol lui a répondu: Non, madame, ce n'est pas merveilleux, c'est affreusement triste. Ce jaune, c'est ici la couleur de la mort et du deuil. Là où vous voyez des ginestes, chant de genêt en occitan, il y avait quand j'étais jeune des herbages avec des moutons ou des vaches. S'il y a aujourd'hui des genêts, c'est parce que les éleveurs sont morts et que leurs héritiers sont partis pour la ville. Ce jaune, madame, c'est la couleur de l'exode rural et du dépeuplement de nos montagnes. Alors, je n'ai jamais oublié cette tirade. D'abord parce que je venais d'être présenté à Jean-Pierre Chabrol par un ami commun, et c'était un personnage inoubliable, mais aussi parce que c'est la première fois, je l'avoue, que j'avais réfléchi à l'impact de l'élevage sur les territoires, et c'est pourtant une évidence. Je suis certain, cher monsieur de Dieu, que vous nous démontrerez que l'importance de cet impact dépasse très largement l'envahissement des montagnes cévenoles par les genêts, et je vous cède la parole à cet effet. Bien, merci beaucoup de m'avoir convié à cette journée de réflexion sur l'avenir de l'élevage. Donc, je vais vous parler de ces deux termes et de la façon dont ils sont reliés avec des reformulations assez variables, élevage et territoire. Voilà, ça va être l'essentiel de mon propos qui s'appuie sur des publications qui ont été réalisées par les personnes que j'ai citées sur cette diapo d'introduction. Alors, je ne suis pas un spécialiste des interactions élevage et territoire. Et en fait, j'ai été responsable d'un département qui s'appelle Sciences pour l'action, les transitions et les territoires, qui met le concept de territoire ou l'objet territoire un peu au cœur de ses réflexions. C'est un département interdisciplinaire qui associe des sciences techniques, je suis zootechnicien, écologiques, et puis des sciences sociales. Et donc, pour répondre à la commande qui m'a été faite, je suis allé rechercher des papiers et j'ai pu aussi prendre connaissance des travaux les plus récents sur ces reformulations des questions d'élevage et territoire qui sont conduites par des zootechniciens, par des géographes, par des chercheurs en sciences de gestion, des sociologues, des écologues, avec des épidémiologistes, avec des nutritionnistes, avec toutes sortes d'autres chercheurs. Donc, je vais vous proposer un tour d'horizon des différentes reformulations de ce que veut dire élevage et territoire, 6 flashs de 1 à 3 diapos par flash, au risque du superficiel, mais je me suis dit que ça valait le coup qu'on essayait de balayer un petit peu ce que ça veut dire derrière. Qu'est-ce qu'on appelle territoire? Je prendrai la définition de Brunet, qui est un géographe. C'est l'interaction entre des acteurs, des activités et des espaces. Les acteurs, ce seront bien sûr les agriculteurs et les éleveurs. On entendra parler aussi des filières, mais aussi du monde associatif, des chasseurs, des collectivités qui sont intéressés par l'élevage ou qui participent aux usages des espaces dans lesquels l'élevage se déploie. Les activités, c'est bien sûr l'élevage, mais ça peut être en interaction avec la culture et les forêts, en interaction avec des activités de transformation et de distribution, on en a parlé un petit peu avant, et des activités qui peuvent bénéficier de l'élevage, comme le tourisme dans certaines régions. Et les espaces, ben, ça peut être des milieux naturels, ça peut être des paysages sur lesquels il y a des attentes, ça peut être les relations entre les villes et les campagnes, ce sont des reformulations un peu récentes de territoire, ça peut être aussi des bassins hydrologiques, ça peut être aussi des espaces de diffusion des maladies, maladies entre animaux sauvages et animaux domestiques, par exemple. Donc c'est tout ça dont je vais parler un petit peu dans ma présentation, avec plusieurs reformulations, certaines un peu anciennes, d'autres tout à fait récentes, des interactions élevage et territoire. Alors, la première reformulation, c'est celle qui a été en fait finalement le plus introduite, vous avez rappelé aussi tout de suite, c'est comment est-ce qu'on essaye de traiter l'impact des transformations des activités d'élevage sur la gestion durable, notamment des espaces naturels. La deuxième reformulation, elle est aussi assez connue, hein, c'est que l'espace et les façons d'utiliser l'espace par les animaux, les savoir-faire des producteurs comme des transformateurs, sont des leviers de différenciation des produits issus d'élevage, et c'est notamment le cas via les AOP ou les IGP. Une troisième approche consiste à essayer de repositionner ce que les acteurs des territoires, dans leur diversité, considèrent
perçoivent de l'élevage et du rôle de l'élevage dans leur territoire. Et j'évoquerai après, à la fin, trois autres domaines qui sont beaucoup plus récents, qui sont en fait en plein développement. C'est la question des territoires de santé, dans des situations One Health, des interactions sauvages domestiques. La bioéconomie circulaire, qui est une nouvelle façon de regarder les interactions entre différentes activités, dont celle de l'élevage. Et puis enfin, un flash sur les relations ville-campagne, qui est une autre façon de parler de territoire. Alors, il y a eu beaucoup de recherches, et elles continuent, hein, sur la façon de traiter l'impact sur les paysages de l'élevage et des dynamiques de l'élevage, notamment pour des espaces en forte déprise. Ça a été par exemple réalisé dans les Pyrénées dans les années 2000, où l'objectif pour la recherche, c'était de créer des connaissances sur les processus et les conséquences du boisement spontané des paysages dans des zones de forte déprise, et notamment dans la situation pyrénéenne étudiée par le FREN. Donc c'était de pouvoir mettre en interaction le changement et les évolutions de l'utilisation des terres avec la dynamique des systèmes d'élevage. Et derrière ça, c'était de construire des outils d'appui aux décideurs des politiques locales de développement, ici le parc national des Pyrénées, en travaillant à une visualisation de scénarios d'évolution du paysage en fonction de scénarios d'évolution de l'élevage. Voilà, c'est des projets de recherche qui se font donc en partenariat, notamment avec les parcs, avec des équipes de recherche, notamment de zootechniciens, d'écologues et d'économistes. Voilà, le schéma, il est un peu celui-là, et c'est celui qui inquiète dans pas mal de régions, hein, qui est de dire, région de déprise agricole, de déprise de l'élevage, quelle va être l'évolution des espaces naturels. Vous avez ici, sur un village des Pyrénées, déjà les évolutions constatées, et la question qui est posée, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Donc derrière ça, il y a des activités de modélisation de ce qu'on pourrait appeler le socio-écosystème, il faut comprendre les pratiques parcellaires en lien avec la diversité. Il faut estimer les évolutions et les transformations des exploitations d'élevage et ce que ça va donner là-dessus. Et puis relier tout ça à des dynamiques écologiques et paysagères. Donc il y a une très forte dimension spatiale de l'utilisation des surfaces qui est à travailler, des modèles écologiques, des modèles décisionnels, et l'échelle territoriale, qui peut être l'échelle de l'action, mais aussi celle de la délimitation du problème, est incontournable. Voilà, je vous donne ici une illustration d'une cartographie qui a été travaillée avec les acteurs des parcs des Pyrénées sur plusieurs scénarios d'évolution de vallées pyrénéennes selon un scénario tendanciel, selon un scénario qui intègre l'évolution de la politique agricole commune, selon aussi des scénarios qui interrogent la relation ville et espace naturel, donc l'urbanisation. Voilà un premier flash sur la façon de traiter d'interaction élevage et territoire. Deuxième flash, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, j'ai qu'une seule diapo sur les territoires comme des leviers, en fait, les territoires reformulés terroirs comme des leviers de différenciation des produits, dans le cadre notamment des appellations d'origine et des indications géographiques. Les signes de qualité géographique sont un croisement entre des pratiques et des savoir-faire locaux, qui peuvent être de production et de transformation, une histoire agraire qui sera particulièrement mise en avant dans les AOP, et des espaces caractéristiques jouant un rôle dans la réputation ou dans la construction de l'originalité d'un produit ou de sa typicité, souvent organoleptique. Mais c'est aussi une démarche collective d'accord entre des acteurs, des producteurs, des transformateurs, des bouchers, de qualification débouchant sur des cahiers des charges, sur des aires délimités, on est dedans ou on n'est pas dedans, qui vont finalement permettre le développement d'une appellation d'origine. Aujourd'hui, on a 51 AOP laitières, 44 AOP viande, et l'IGP est un peu différent dans la mesure où l'IGP n'exige qu'une seule d'étape de la production dans une aire géographique spécifiée. Donc les questions qui ont été traitées autour de ça, autour de cette question interaction élevage, terroir, produit, différencié, c'était les facteurs de typicité, que ce soit les espaces naturels, la végétation par exemple, les pratiques, mais aussi des questions sur les processus collectifs de qualification, et puis d'interroger la façon dont les cahiers des charges sont mis en tension par les évolutions de l'élevage, notamment par exemple par l'agrandissement. Beaucoup de débats dans le secteur du comté sur les robots de traite. Est-ce qu'on peut les mettre ou est-ce qu'on ne peut pas les mettre, par exemple? Voilà, qui sont des débats qui sont complètement liés aux dynamiques de l'élevage, l'agrandissement des troupeaux étant très présent partout. Et les questions actuelles sont comment les AOP, les IGP contribuent à la transition agroécologique. On a cru que c'était équivalent, mais ça ne l'est pas totalement, et donc il y a des questions qui sont posées là-dessus. Troisième flash sur la façon de reformuler les débats autour de l'élevage dans les territoires.
La question, c'est de savoir finalement qu'est-ce que les gens pensent de l'élevage dans les territoires, dans des zones géographiques délimitées. Des acteurs variés, des élus locaux, des collectivités territoriales, des administrations, des acteurs du monde de l'élevage, des acteurs des filières et aussi des associations environnementales. Nous avons travaillé cette analyse des perceptions et des sujets qui étaient à traiter de la part de l'ensemble de ces acteurs-là dans 5 pays différents, en Uruguay, au Maroc, au Brésil, au Sénégal et dans les zones de montagne françaises. Et bien sûr, ce que l'on va retrouver dans les enquêtes qu'on a pu faire autour de cette variété d'acteurs territoriaux, bah, c'est des conceptions de l'élevage qui sont extrêmement variables. L'axe d'abscisse, par exemple, oppose des situations de point de vue assez négatifs sur l'élevage. L'élevage, c'est un moyen d'accaparer des aides publiques, c'est une activité productiviste et polluante. S'opposer en disant l'élevage, c'est le gagne-pain des éleveurs. Par nature, c'est bon pour les paysages et pour l'environnement. En vertical, l'élevage, ce sera un outil pour penser le développement territorial, et l'autre, ce sera un élevage, ce sera une richesse qui va permettre le développement économique, mais qu'on n'intègre pas forcément dans une réflexion sur l'avenir. Ce qui apparaît dans l'ensemble des pays, mais aussi dans les, dans les différentes études qui ont été réalisées, c'est qu'on peut avoir des situations où il y a une communauté de points de vue sur l'élevage, sur les questions qui posent sur l'élevage, et des situations où on a une absence totale de consensus, ce qui fait qu'une réflexion, une pensée sur l'avenir de l'élevage est impossible, sans dialogue avancé. De quoi parlent les différents acteurs autour de l'élevage, des acteurs territoriaux? Eh bien, dans certains cas, ils parlent d'un modèle emblématique, il y a un consensus sur le modèle qu'il faut développer. Par exemple, en Uruguay, tout le monde est d'accord sur la nécessité de développer, d'intensifier l'élevage. Et donc, c'est quelles sont les voies d'intensification à traiter. Dans d'autres situations, on aura plutôt l'idée qu'il faut qu'on arrive à faire coexister dans les territoires différents modèles d'élevage et donc aussi soutenir ceux qui sont les moins accompagnés, qui seraient les modèles alternatifs. Dans d'autres cas, ce qui est en sujet, c'est le fonctionnement de l'agro-écosystème, c'est les paysages, c'est les services produits par l'élevage. Confère ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être des points spécifiques, des spots. Il y a des problèmes de dégradation, il y a des problèmes de perte de biodiversité, il y a des problèmes de pollution sur des points d'eau. Il faut travailler là-dessus. D'autres sujets qui sont traités dans ces discussions entre les acteurs, c'est la pérennité de l'activité d'élevage, comment tenir sur le long terme, comment installer, on a vu que ce n'était pas évident aujourd'hui, et préserver les savoirs locaux et les modèles traditionnels pour les mettre en valeur à des fins de développement territorial. Derrière ces constats de diversité de points de vue, de diversité de questions posées à l'élevage finalement, qu'est-ce qu'il faudrait travailler? On a donc des perspectives qui tournent autour de comment est-ce qu'on peut, dans des territoires, construire de dialogues sur le rôle de l'élevage, travailler des consensus et trouver des supports pour se mettre d'accord sur ce qu'on en attend. Et pas uniquement entre acteurs de l'élevage et acteurs des filières, mais avec cette diversité d'acteurs des territoires, pour pouvoir le soutenir directement ou indirectement par une ambiance favorable ou par des infrastructures. C'est le rôle aussi des collectivités territoriales. Alors nous testons actuellement, dans certaines situations, le rôle que peuvent avoir des films de présentation d'acteurs, d'agriculteurs, d'éleveurs et d'activités d'élevage pour les mettre en débat dans des communes, dans des villages, dans des villes, et avoir organisé ainsi des débats qui permettent de travailler sur quelque chose qui soit moins des oppositions que des capacités de dialogue vers des consensus. Territoire de santé. Là, je rentre dans des activités qui sont plutôt en développement, je dirais, voilà, on dit ça in progress, parce que ce sont des premiers articles sont sortis, les premiers points de vue sont sortis, mais c'est très largement encore à travailler. C'est la notion de territoire de santé. Alors, c'est l'exploration de modes de gestion alternatifs au mode vertical de la gestion de la santé animale, fondé sur le risque et les facteurs de risque. Ce sont des études qui sont réalisées dans des situations à la fois de réémergence de maladies et dans des territoires à la marge, où le mode vertical trouve ses limites. Par exemple, des modes comme l'abattage à la ferme y persistent malgré la réduction. L'élevage sur parcours n'est pas négociable du point de vue des éleveurs. Donc, vous trouverez ici, évidemment, l'illustration d'une situation marginale, comme à la marge, pas marginale, mais à la marge, qui est celle de la Corse, par exemple, où les éleveurs porcins refusent un certain nombre de propositions ou de réglementations sanitaires sur leurs troupeaux, du fait qu'ils remettent en cause complètement leur parcours et donc leur mode d'élevage et le type de produits, d'appellation qu'ils peuvent avoir. Donc, on a travaillé sur des interactions entre sangliers porcs et un certain nombre de maladies, VHE, Ogeski,
et puis aussi la crainte de l'arrivée de la peste porcine africaine, avec des éleveurs qui refusent des réglementations venant de Paris, vous voyez bien l'image, hein, et qui remettraient en cause, c'est ça qui est le plus important, c'est pas que ça vienne de Paris, mais qui remettraient en cause leur mode d'élevage et donc finalement la finalité de leur activité. Donc, les porcs et les sangliers, on est bien dans une explication One Health en fait, hein. Le porc et les sangliers partagent le même milieu, les gènes, des pathogènes, une population importante de sangliers, et c'est aussi avec une population importante de chasseurs, de nouveaux acteurs qu'il faut considérer, qui organisent l'espace. Un secteur de porcins qui se structure progressivement sur des critères de qualité, qui valorise le parcours, le plein air, donc des situations à risque du point de vue des maladies. Des connaissances incomplètes sur l'expression territoriale du pathogène, et puis des connaissances incomplètes sur les acteurs, leurs capacités d'action, les périmètres et leurs relations. Et donc le travail est engagé donc entre agronomes, sciences de gestion, épidémiologistes, pour comprendre les patrons épidémiologiques de cette interaction sauvage-domestique. Il y a l'analyse donc des interactions entre les espèces et de leurs déterminants, parmi lesquels les pratiques des acteurs, les configurations spatiales qui favorisent le rapprochement entre sangliers et cochons. C'est comprendre les mécanismes de coordination des acteurs dans les dispositifs de gestion et arriver à finalement caractériser ce qu'on appelle le territoire de santé, un territoire d'échelle variable où se construisent des dispositifs d'action collective à la croisée des expressions situées des pathogènes, des pratiques agricoles et des autres pratiques qui rentrent en ligne de compte, comme celle de la chasse et la gouvernance du sanitaire, pour construire auprès des acteurs à la marge, qui n'acceptent pas toujours les réglementations telles qu'elles proviennent d'une formule un peu verticale, l'acceptabilité de mesures sanitaires. Alors encore, ça s'est traduit par la constitution d'un comité technique qui rassemble l'ensemble des acteurs, éleveurs, DSV, chasseurs, etc., pour construire des mesures adaptées à l'élevage sur parcours. C'est le point de départ. C'est qu'il faut qu'on puisse trouver des consensus sur le maintien d'une forme d'élevage qui est identitaire et qui a sa valorisation. Donc, ça a été l'opportunité d'améliorer la gestion sanitaire des élevages porcins, de construire un plan sanitaire en vue de se préparer à l'émergence de maladies ou à la réémergence de façon plus importante. Et donc, c'est une négociation qui a eu lieu entre les éleveurs et les services de l'État, avec, sur la base de ces comités techniques bien plus ouverts, où chacun est sorti par le haut, parce que finalement, ils ont trouvé des accords. Ce type d'approche est en train d'être travaillé dans d'autres territoires dits à la marge, dans des îles méditerranéennes, qui renvoient en fait à des dynamiques multi-acteurs, à des spécificités à préserver, en entrée des problèmes à traiter, et sur le concept qui s'appelle preparedness, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se préparer aux interactions, à l'émergence de maladies, et non pas uniquement réagir par rapport à des émergences en cours. Autre nouvelle façon d'aborder les territoires, c'est autour du rôle des territoires dans la bioéconomie circulaire. On est passé, dans le passé, d'une économie circulaire de recyclage à une économie qui est très linéaire. Les ressources ne sont pas renouvelables. On est passé de biomasse qui était intégrée dans l'économie, c'est la bioéconomie par définition, qui maintenant sortent complètement de l'économie. On utilise beaucoup moins le fumier, on utilise très peu les poêles et les peaux, les graisses, les boyaux, les cornes, les ongles, les sangs et les os. La bioéconomie circulaire vise à redonner un contour au recyclage et à faire en sorte que tous les produits et les sous-produits aient une valeur économique. Donc cette question sur les questions sur la bioéconomie circulaire renvoient à la substitution des ressources non renouvelables par de la biomasse, à l'utilisation optimale des bioressources et à la minimisation des biodéchets. L'élevage est concerné par tout ce qui est bioéconomie circulaire, parce qu'il y a des débats qui sont autour de la réduction des densités d'élevage, la reconnexion culture-élevage, la question sur les régimes alimentaires des animaux, sur le recyclage des effluents d'élevage, sur la part des prairies dans les rotations de culture. Développer une bioéconomie circulaire amène à considérer beaucoup de paramètres liés à l'élevage. Les challenges qui sont à travailler, qui sont vraiment en cours de développement, c'est la question des concurrences entre les sources d'alimentation humaine, animale, énergétique et autres. C'est de mettre en valeur les atouts de l'élevage dans une bioéconomie circulaire, dans la valorisation des biomasses non consommables par l'homme, donc l'herbe par les ruminants, les pertes et les gaspillages alimentaires par les monogastriques, les coproduits de l'agriculture et de l'agro-industrie selon les situations. Actuellement, ce qu'on peut constater, cette réflexion sur la bioéconomie circulaire dans les territoires, c'est des déséquilibres, des verrouillages autour de la reconnexion
culture-élevage, autour de la disponibilité des coproduits pour l'élevage et autour du développement de la méthanisation. Et donc, les recherches aujourd'hui sont lancées sur les projets territoriaux d'échange de matière, donc sur la modélisation des flux de matière et d'énergie au sein et entre territoires, et sur l'organisation des acteurs associés qui pourraient renforcer circularité et valorisation des biomasses. Dernier sujet que je vais aborder, c'est celui, dernière reformulation des interactions élevage et territoire, c'est celui des relations ville-campagne et de la place de l'élevage dans d'un nouveau positionnement, une nouvelle réflexion de territoire qui sont à la fois urbains, mais liés à la campagne. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'attention accordée à la ville et aux relations ville-campagne comme une nouvelle expression du territoire. Ça, c'est le point de départ. Avec des réflexions qui sont strictement urbaines. L'éco-pâturage, l'animal en ville, avec des projets d'installation par les collectivités territoriales d'exploitation agricole et d'élevage dans le foncier urbain et périurbain, ce qu'on appelle les Community Supported Agriculture en anglais, avec des projets plutôt bio, plutôt circuit court, ou des projets qui sont plutôt d'ordre pédagogique pour familiariser les urbains avec l'agriculture. Mais il y a aussi, dans cette relation ville-campagne, le développement des circuits courts. Circuits courts définis comme étant des circuits de proximité en termes de distance et en nombre d'intermédiaires, avec un nombre d'intermédiaires limité à 1, voire 2 maximum, et qui sont des circuits qui relient la campagne proche et les consommateurs en ville. C'est donc la dernière reformulation. Les circuits courts font partie des politiques des acteurs territoriaux, des collectivités territoriales, des mairies, etc. Et avec derrière un certain nombre de questions qui peuvent être de l'ordre de la consommation, qui peuvent être de l'ordre de l'organisation des marchés, par exemple, qui peuvent être des questions pour les producteurs techniques, adaptation de la conduite des troupeaux, transformation des produits, mais aussi pour les producteurs des questions de travail et de viabilité économique, de l'engagement dans les circuits courts, qui est attendu par ces collectivités territoriales. Alors, je vous donne là quelques éléments d'une revue biblio là, qui vient d'être publiée là-dessus, sur le lien entre travail, économie et circuit court. Pour dire que même si une volonté des acteurs territoriaux est de reconnecter la campagne proche et la ville au travers des circuits courts, ça ne va pas de soi, notamment du côté des producteurs. Les circuits courts impactent le travail, bien sûr, sur la transformation et la commercialisation, c'est du travail en plus, mais modifie aussi le travail sur la partie production, parce que en circuit court, on fait évoluer les systèmes d'élevage sur la partie production. C'est donc du travail en plus, en quantité de travail, mais exprimé par les éleveurs en circuit court, du sens en plus. Un équilibre qui n'est d'ailleurs pas forcément stable dans le temps. On peut mettre en avant en début de carrière que ça a beaucoup de sens, et en milieu de carrière, considérer que ça fait trop de boulot et on arrêter. Donc on peut avoir aussi des évolutions de ce type-là. Les études montrent aussi la présence dans ces circuits courts de beaucoup de travailleurs invisibles qui donnent la main, des woofers en agriculture biologique, des parents dont la contribution n'est pas négligeable. Et donc il faut pouvoir se méfier d'exploitation. On voit le chef d'exploitation, mais on ne voit pas forcément les travailleurs invisibles. Enfin, on constate que les éleveurs en circuit court, quand ils démarrent avec des circuits de commercialisation nombreux, multiples, pour essayer de garantir la commercialisation de leurs produits, avec le temps, ils essayent de plus en plus resserrer les lieux de commercialisation pour limiter les déplacements. Du point de vue économique, les résultats économiques sont variables selon les études, donc ils ne sont pas forcément toujours ni positifs ni négatifs. Les heures supplémentaires liées à la transformation et à la commercialisation ne sont pas forcément mieux rémunérées. Donc, il n'y a pas de résultat extrêmement net en faveur des circuits courts ou en opposition aux circuits courts. Il y a des cas de sur-auto-exploitation, c'est-à-dire que les gens travaillent énormément et sont moins rémunérés que leurs salariés. Ça peut arriver. Il y a du travail gratuit, je vous l'ai dit, avec tous ces parents et ces woofers, ou faiblement rémunérés. Mais souvent, les systèmes en circuit court s'insèrent dans des systèmes diversifiés, autre activité du conjoint, à l'échelle du ménage qui confère quand même de la résilience à ces systèmes. Voilà quelques éléments extrêmement rapides. Je m'excuse d'un balayage, vous avez peut-être pensé superficiel. Mais c'était dire la question de l'interaction élevage et territoire est une question avec de nombreuses reformulations et qui dépendent aussi des sujets. On se balade, voilà, des circuits courts, de la bioéconomie jusqu'à l'entretien des espaces naturels. Ce panorama que j'ai présenté, il est issu de recherches dont j'avais connaissance et sur lesquelles j'ai pu retrouver des papiers. Donc, c'est pas exhaustif du tout. On sait qu'il y a un débat sur élevage, densité, pollution des nappes phréatiques dans les territoires intensifs, par exemple, qui sont aussi des reformulations de questions sur élevage et territoire. Et ce qu'on peut constater, c'est que ces reformulations, elles sont souvent abordées très séparément.
Peut-être que c'est l'effet des territoires. Les questions posées à l'élevage dans les territoires sont différentes selon qu'on se trouve en Bretagne, dans le nord de la France ou dans les montagnes. Mais peut-être aussi que pour l'instant, il nous manque un petit peu une lecture transversale de ces différents types d'interactions entre élevage et territoire. En tout cas, il y a les incontournables. Les incontournables, c'est que quand on raisonne élevage et territoire, on raisonne multi-acteurs et avec des acteurs qui sortent de ce que nous connaissons bien, les agriculteurs et les gens des filières, et les acteurs des filières. Avec donc d'autres acteurs qu'il faut pouvoir affronter, que ce soit les environnementalistes, que ce soit les collectivités territoriales qui peuvent beaucoup pour le développement de l'élevage. Ça amène aussi à considérer obligatoirement les pratiques des éleveurs et les phénomènes dynamiques. Maurice en a parlé tout à l'heure. Il se passe quand même beaucoup de choses en termes de restructuration de l'élevage aujourd'hui. Il faut pouvoir l'intégrer dans les visions prospectives. Et enfin, il y a nécessité d'intégrer des dimensions spatiales, écologiques, biotechnologiques, zootechniques très variées pour pouvoir traiter ces interactions entre élevage et territoire. Et j'ai oublié la ligne sur les coordinations entre éleveurs et acteurs des filières, entre éleveurs et autres acteurs qui sont vraiment au cœur des débats sur ces interactions élevage et territoire. Ça nous amène pour nous à une recherche qui est forcément interdisciplinaire, et une recherche qui est aussi forcément tournée vers le débat social et politique dans les territoires, dans ce qui nous amène à développer des modélisations de systèmes ou d'espaces, des tests de scénarios, des outils de dialogue avec les acteurs, des outils pour la concertation ou la co-innovation. Je vous remercie.